Le président de la Fédération nationale des exploitations agricoles est mon invité ce matin. Bonjour Xavier Belin. Bonjour. En décembre dernier, l'INSEE faisait état d'une situation préoccupante de l'agriculture française avec une baisse en valeur de la production agricole pour 2016. Ce sont des estimations. Derrière ce qui se profile, c'est également la chute des revenus de nombreux agriculteurs. Est-ce que vous craignez que de nombreux agriculteurs jettent l'éponge et quittent la profession ? Alors, si on donne deux chiffres, d'abord, c'est à peu près 5 milliards d'euros de pertes de chiffre d'affaires pour la ferme France sur l'année 2016, ce qui est considérable, lié en grande partie aux aléas climatiques, mais lié aussi à des situations de marché, notamment des baisses de prix sur la plupart des productions assez importantes. Et effectivement, la Mutualité sociale agricole estime aujourd'hui qu'il y a entre 30 et 40% d'exploitations qui dégageraient un revenu en 2015 et donc forcément en 2016 inférieur à 350 euros par mois. Ce qui est évidemment une situation intenable. Je rappelle que le SMIC aujourd'hui, il est à plus de 1000 euros. Donc ça dénote à la fois des difficultés que rencontrent les agriculteurs, ça dénote aussi de la nécessité de bouger les lignes. Il y a bien sûr des sujets conjoncturels, je le rappelle, avec le climat de 2016, mais on a aussi des sujets structurels sur lesquels il faut absolument maintenant s'attaquer. Il y a urgence, parce qu'encore une fois, on n'a pas le droit dans ce pays de perdre des agriculteurs, mais derrière des agriculteurs, il y a à la fois une chaîne alimentaire avec un amont et un aval qui eux aussi seront impactés. Les fabricants de matériel agricole par exemple, mais aussi les transformateurs de nos matières premières. Donc on a urgence. Et si on raisonne en moyenne, même si bien sûr il y a toujours des écarts autour de cette moyenne, pour 2016, la baisse des revenus des agriculteurs, elle sera de combien en moyenne ? Je ne sais pas le dire, mais en tout cas, si on admet qu'il y a 5 milliards de pertes, ce que d'ailleurs le ministre avait contesté pendant un certain temps, mais qu'il a dû reconnaître lui aussi à partir du mois d'octobre-novembre, moi je l'avais annoncé dès le mois de juillet parce qu'on sait faire les comptes très rapidement dans l'agriculture. Quand vous avez une perte de chiffre d'affaires à l'hectare, on sait qu'on a 12 à 13 millions d'hectares cultivés en France, ça va très très vite derrière. Pareil sur la partie animale. Donc je crois qu'il faut maintenant, il faut sortir du diagnostic, il faut aller sur des mesures. Il y avait une première mesure de consolidation du financement de l'agriculture qui avait été annoncée par le Premier ministre. Malheureusement, elle ne marche pas, tout simplement parce que... Les agriculteurs ne sentent pas les effets. Quand ils vont voir leur banque en disant « j'ai besoin de me refinancer », on avait négocié des garanties via la Banque publique d'investissement. Je suis obligé de faire le constat aujourd'hui, avec une certaine amertume, que ça ne marche pas parce qu'on a remis des tas de critères d'éligibilité, parce qu'une entreprise agricole, c'est pas une entreprise tout à fait de droit commun. J'ajoute d'ailleurs que dans l'agriculture, ça c'est un des caractéristiques, il y a énormément de résilience. Les agriculteurs, lorsqu'ils sont en grande difficulté, c'est qu'ils ont tiré sur tout ce qu'ils pouvaient tirer, y compris sur les biens familiaux, sur un peu d'épargne familiale, voire sur la famille élargie. Donc ça veut dire que c'est une situation quand même très préoccupante. Absolument. C'est limite. Autre actualité également, depuis le 1er janvier, donc depuis quelques jours seulement, ça y est, l'étiquetage sur l'origine des viandes et du lait est donc obligatoire à titre expérimental sur les plats préparés et les produits laitiers. C'était une mesure que notamment vous souhaitiez. Derrière ce dispositif, qu'est-ce qui se cache ? Est-ce que c'est une vraie mesure efficace ou est-ce que c'est un risque de gadgetisation ? C'est pas un gadget. La FNSEA s'est beaucoup battue à la fois à Paris et à Bruxelles, surtout à Bruxelles, pour obtenir... C'est une dérogation pour l'instant, pour 2 ans. Le ministre nous a suivis, il a obtenu cette dérogation, je l'en remercie parce que c'est un point très important. L'idée c'est quoi ? C'est simplement d'apporter une information au consommateur pour que celui-ci achète en fonction de ses choix personnels. Et cette information, est-ce qu'elle peut compter beaucoup par rapport au prix qui Évidemment, ce que nous espérons nous, c'est que ça se traduise par quelques centimes additionnels sur les produits français. Il ne s'agit pas non plus de gruger le consommateur, entre guillemets. C'est simplement de l'informer et de lui dire, voilà, quand on fait un choix sur l'origine, quand on fait un choix sur une certaine qualité, par rapport à du tout venant, il est important aussi que ce soit sanctionné par le prix. Et ça, c'est une autre manière peut-être de marquer la différenciation de l'agriculture et de l'alimentation française. Il se trouve qu'en France, on a beaucoup d'exigences en matière d'alimentation et il faut garder cette exigence, mais en même temps, elle a un prix. Quand vous faites des grandes chaînes de production, par exemple en Allemagne, aux Pays-Bas, sur des produits basiques, oui, vous pouvez sortir des prix qui sont imbattables. En France, on veut beaucoup plus de références, on veut beaucoup plus de diversité. On veut évidemment une agriculture conventionnelle et une alimentation dite conventionnelle 5 jours par semaine, mais on veut aussi du bio, des AOC, des labels, on veut un peu plus de diversité. Allez Xavier Belin, si on vous reçoit ce matin également, c'est pour la sortie de votre livre « Notre agriculture est en danger », c'est aux éditions Talendier. On va revenir un peu plus dans le détail du livre, mais tout d'abord ce titre « Notre agriculture est en danger ». Vous l'expliquez comment ? Par des mauvais choix politiques ces dernières années ou par le contexte économique ou les deux ? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a d'abord un premier fait, c'est qu'on est un peu dans un déni de réalité dans ce pays.
Plus personne. Je fais le constat que la plupart des hommes et femmes politiques ne veulent plus parler d'agriculture, ne savent plus en parler. Ils sentent bien qu'il y a un problème, mais ils ne savent pas par quelle boule prendre. C'est qu'ils ne connaissent pas le sujet, ou est-ce que c'est qu'ils ont peur que ça n'intéresse pas suffisamment? On est beaucoup resté en France sur des idées qui datent probablement d'une vingtaine, d'une trentaine d'années, où finalement l'agriculture, il n'y avait pas besoin de s'en occuper. Il y avait la PAC, on mettait un budget et puis tout allait bien. Non, les choses ont beaucoup bougé. D'abord parce qu'on a un environnement effectivement économique qui est très concurrentiel, d'abord en Europe. Il ne faut pas oublier quand même que la France a perdu 2 à 3 places sur l'échiquier européen, notamment en matière d'exportation. Elle se fait aujourd'hui prendre des parts de marché par des pays. J'ai cité l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Irlande aujourd'hui par exemple, qui vient grappiller des parts de marché sur notre propre territoire. Ça montre qu'il y a quand même des faiblesses. Ce sont des faiblesses à la fois structurelles. On parle beaucoup de compétitivité, on parle aussi d'une difficulté aujourd'hui à adapter nos outils de production parce qu'on a peut-être renoncé à faire des choix. Moi, ce que je dis dans ce livre, c'est quoi? C'est que l'agriculture française, justement, elle est très diverse. Et il faut cesser de d'opposer ces systèmes. On oppose le céréalier à l'éleveur, on oppose l'agriculture biologique au conventionnel, on oppose le circuit de proximité avec l'export. Non, c'est tout ça l'agriculture française. Donc, soyons-en, assumons au fond cette particularité et à partir de là, adaptons les solutions. Par exemple... Justement, sur ces solutions, aujourd'hui, quand vous voyez, parce que vous rencontrez, on suppose, les candidats déclarés à l'élection présidentielle, ils vous inspirent quoi? Est-ce qu'ils comprennent? Est-ce qu'ils sont attentifs ou est-ce que ça reste des belles paroles Oui, j'ai envie de leur dire, sortez de la compassion. On va avoir un grand défilé. Oui, parce qu'on va avoir un grand défilé au Salon de l'Agriculture. On va venir nous dire quoi? On vous aime bien. Oui, ça, on vous aime. Et d'ailleurs, toutes les enquêtes d'opinion le montrent. Mais qu'est-ce qu'on vous propose derrière? Pour l'instant, c'est un peu maigre. Moi, j'ai fait quand même un constat au cours de la primaire de la droite et du centre. On n'a jamais parlé d'agriculture. On a aussi peu parlé d'Europe. Or, agriculture et Europe, c'est aujourd'hui, évidemment... bien sûr que c'est lié. Les discussions à Bruxelles sont peut-être plus importantes que celles que nous avons à Paris sur l'agriculture. Alors, si par exemple, on parle de sujets, par exemple, concrets, page 99, dans votre livre, il y a un passage, vous dites « Nous devons construire une chaîne gagnant-gagnant, allant du producteur au consommateur, en passant par le transformateur ». Quand j'entends cette phrase, j'ai l'impression déjà de l'avoir entendue il y a 10 ans. Oui. Comment vous expliquez qu'on n'arrive pas à trouver une solution à cette question-là? Mais je pense qu'il y a un manque d'ambition collectif et collégiale autour de cette chaîne alimentaire. Je crois que chacun... C'est politique ou c'est même économique aussi? Alors, le politique, lui, il a l'œil sur le pouvoir d'achat. Donc finalement, les prix bas, ça l'arrange quelque part. Les autres maillons de la filière, eux, évidemment, ont besoin de défendre leur propre métier, leur propre fonction. Moi, ce que je suggère, c'est quoi? C'est de dire simplement, est-ce qu'à partir du moment où aujourd'hui on est tombé à une espèce de plancher en termes de prix alimentaires, est-ce qu'il ne convient pas d'abord de redonner un peu de valeur à cette chaîne alimentaire? Encore une fois, en préservant le pouvoir d'achat, mais on peut faire des choses. Et deuxièmement, il faut qu'on se parle. Les relations commerciales, par exemple, que nous avons chaque année, qui démarrent en décembre, qui se terminent le 28 février, elles sont assez piteuses dans ce pays. Est-ce qu'on peut avoir un autre type de rapport? Bien sûr qu'un distributeur doit défendre son acte commercial, un transformateur doit défendre son activité, mais le producteur, il faut aussi qu'il vive. Est-ce qu'on peut recombiner tout ça à travers peut-être une nouvelle loi de modernisation de l'économie? J'en sais rien, en tout cas, ce sont des questions posées. En tout cas, mais à côté de ça, des intérêts qui semblent a priori divergents. Comment faire? On peut mettre tout le monde d'accord? On ne peut pas les rendre divergents indéfiniment, parce que la conséquence, c'est quoi? C'est qu'on est en train d'appauvrir et de paupériser finalement et l'agriculture et notre système alimentaire. Je ne suis pas sûr que nos consommateurs demain nous donnent beaucoup de bons points s'ils font le constat que dans leur rayon, ils ne trouvent plus ce qu'ils avaient envie de trouver il y a quelques années. Donc il faut aussi protéger tout ça. Et justement, alors vous parliez notamment de paupérisation, de ce risque de paupérisation, et ce sera ma toute dernière question, c'est page 155. Vous parlez des nouvelles technologies, de big data, de drones, et vous dites l'agriculture de précision sera celle du futur. Il faut investir dans les nouvelles technologies pour l'agriculture de demain, qui passera notamment par des nouvelles technologies. Oui. Mais justement, vous parliez de paupérisation. Comment, pardonnez-moi, ma question va être naïve, mais comment des agriculteurs qui parfois ont du mal à vivre de leur travail peuvent-ils aujourd'hui trouver les ressources suffisantes pour investir dans l'avenir? C'est tout l'enjeu de remettre sur pied une vraie politique agricole pour la France. En fait, sur le plan économique, je fais 3 propositions. Il y a une proposition fiscale. Il faut améliorer, moderniser la fiscalité. On ne peut plus travailler à l'année. On a de telles fluctuations, de tels aléas. La deuxième proposition, c'est d'investir 6 milliards d'euros dans l'agriculture française. Ce n'est pas de la ressource publique, mais globalement, avec des ressources comme la BPI, avec nos établissements bancaires, avec un certain nombre de nos moyens propres,
l'Europe, on peut faire des choses. Et puis le troisième niveau, c'est d'accepter que la modernisation, et en particulier ces nouvelles technologies, soient au service à la fois d'une économie plus efficace, mais aussi d'une durabilité de l'agriculture. Quand on évoque aujourd'hui la question de l'environnement, la question de la biodiversité, la question de la qualité de l'eau, ça passera beaucoup plus par ces technologies, par une connaissance, par une expertise, que par un excès de normes, de réglementations, qui viennent aussi d'ailleurs fortement entamer la compétitivité des agricultures françaises. Merci Xavier Belin, je rappelle, président de la FNSEA.